Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres de ce mardi. Crise anglophone, des milliers de déplacés internes ont trouvé refuge à Ban Kim dans la région de l'Ouest. Pour s'en sortir, ils se lancent dans les petits métiers en espérant tout de même retrouver leur village et leur maison très bientôt. C'est la déception pour les jeunes vacanciers qui comptaient participer aux récoltes des denrées alimentaires cette année à Banjul. Les plantes tardent à atteindre leur maturité à cause des faibles précipitations enregistrées cette année dans la région. Et enfin, cette mi-journée, on s'intéresse également à un aliment très apprécié des Camerounais, la peau de bœuf vendue dans tous les marchés et ce, dans des conditions qui laissent parfois désirer. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de rester sur Canal 2 International. Fin de la session parlementaire de juin. Elle s'achève à l'instant à l'Assemblée nationale par une plénière qui fait le point des activités. 4 séances de questions orales aux membres du gouvernement et l'adoption d'un texte sur les droits de l'homme font partie du bilan de cette rencontre. Pour vivre l'ambiance de cette fin de session, allons retrouver Alain Ghislain-Pierre Essonneau. Quelques soucis techniques, nous reviendrons sur cet élément forcément vers la fin de ce journal. Nous le disions en titre, ils sont plus de 5000 déplacés internes de la région du Nord-Ouest à avoir trouvé refuge à Ban Kim dans le département du Noun. Malgré les conditions de vie difficiles, certains essaient de s'adapter en exerçant des petits métiers, comme nous le dit Michael Tipkio et Njoya Nourdine. Ben Mary est originaire du Nord-Ouest. Elle s'est installée à Ban Kim depuis le début de la crise dans la région. Et pour joindre les deux bouts, elle travaille dans un cybercafé de la place. Au total, ce sont 5000 personnes déplacées, fuyant les violences et les exactions des séparatistes dans la région du Nord-Ouest. Elles vivent désormais ici à Ban Kim, arrondissement situé à 120 km de la ville de Fumban. Je suis ici depuis février. À cause du problème du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Moi, je suis secrétaire, mais pour le moment, je ne travaille pas. Et pour rester avec les enfants comme ça, sans rester comme ça, c'est pas possible, c'est pas facile. Mais par rapport à la crise ici à Ban Kim, je suis beaucoup affecté puisque j'ai eu à accueillir beaucoup de gens chez moi. Nous vivons à la maison maintenant, une maison que je vivais peut-être avec ma famille de 3 ou 4 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 30. Certains ont opté pour la conduite des mototaxis, d'autres pour la pêche. Bref, ils exercent dans toutes les activités génératrices de revenus. Ils sont prêts à tout pour survivre et des mesures d'accueil, d'intégration et de réinsertion sont prises par les autorités de cette ville. Déjà, dès leur arrivée, nous avons pensé les accueillir. J'ai toujours dit dans mes discours que la population de cet arrondissement est hospitalière. Elle a toujours su accueillir ceux qui veulent venir ou y habiter. Un souhait est émis à cet endroit, celui d'un dialogue inclusif pour un retour définitif au calme et à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Non loin de là, à Banjul, dans le Konki, les agriculteurs craignent pour leur récolte. Les semences mises en terre depuis des semaines tardent à germer et à pousser malgré l'utilisation des engrais. Ils justifient cette situation par les perturbations climatiques. Des précisions dans cet élément réalisé par Joseph Choupeau. La récolte s'annonce difficile pour les paysans de Banjul dans la région de l'Ouest. Les faibles précipitations enregistrées cette année impactent considérablement sur la fertilité des sols. Les semences mises en terre il y a plusieurs semaines germent et poussent très lentement. Les plantes de maïs ou d'arachide n'ont pas encore atteint leur maturité, contrairement aux années antérieures. Nous avons connu une perturbation climatique et là, ça nous est pénalisé. On a doublé les semis. Jusqu'à là, la production, comme on voit, ça ne donne pas toujours. Donc ce qu'on peut avoir d'un résultat, ce n'est pas
tout favorable. Les vacanciers partis des grandes villes pour aider leurs parents sont contraints de se tourner les pouces. Ils sont déçus. Autrefois, en cette période, quand nous arrivons au village, les cultures étaient déjà prêtes à consommer, mais cette année, ce n'est pas le cas. Notre grand-mère a créé un peu une rubrique pour nous divertir chaque soir. Nous nous retrouvons autour du feu et nous nous racontons de belles histoires. Je me sens à l'aise, j'ai de nouveaux amis, le paysage est très beau, les oiseaux qui chantent, un peu de tout. Nos vacances sont un peu difficiles parce que les arachides et le maïs ne sont pas encore grands, mais nous ne sommes pas très découragés. La rentrée scolaire étant fixée jusqu'au mois de septembre prochain, ces jeunes gardent espoir qu'ils pourront participer aux récoltes à Banjul. La région du Sud peut être classée parmi les grands pôles de production agricole au Cameroun. C'est en tout cas ce que pense Lucas, un agriculteur qui produit depuis 2 décennies et en abondance des races de pastèques et d'aubergines, une activité qu'il exerce dans la ville d'Ebolova. Le reportage d'Ambroise Foguet, notre correspondant. À Ebolova, lorsqu'on dit pastèque, un seul nom célèbre vient à l'esprit de tous. Pa Lucas, alias Famille. On nous appelle pastèque à Ebolova parce que, en réalité, c'est moi qui ai apporté la culture de pastèque à Ebolova. Agwe Lucas Mba, de son vrai nom, est natif de Melon dans le Mungo, de parents originaires de la Momo dans le nord-ouest. Après des études d'agronomie à l'université de Tchang, qu'il arrêtera malheureusement en licence faute de moyens, Lucas se lance dans l'exploration des plantes maraîchères. Nous sommes investis depuis 2000 dans la spéculation du pastèque. Nous avons étudié le sol et nous avons remarqué que dans le sol d'Ebolova, la pastèque pouvait réussir alors que les hommes disaient que c'était impossible. Bien que le sol d'Ebolova soit saturé en magnésium, hostile à certaines plantes jardinières, Luc, qui l'a expérimenté déjà 2 décennies, connaît désormais l'utiliser et en tire grand profit. J'ai payé ce terrain à 2,5 millions, c'est à partir de la pastèque. J'ai payé de l'eau dans la ville d'Ebolova, c'est à partir de la pastèque. Donc j'ai 7 enfants, je les nourris, je les envoie à l'école à partir de la pastèque. Je ne peux pas vous dire que la pastèque ne paye pas son homme, alors qu'en réalité, si vous vendez la pastèque à 500, puisque si vous avez 4 000 plants, ça vous fait 8 000 pastèques. Si vous vendez la pastèque à 1 000 francs ou à 500, vous verrez que sous 4 000 pastèques, 8 000 pastèques que vous mettez à 1 000 francs, ça vous fait 8 millions. Il a formé déjà plusieurs jeunes dans le maraîcher. Ma vie change. Quand je regarde ce que j'ai aujourd'hui, c'est là. Par rapport à l'agriculture, depuis qu'on est ensemble, j'ai compris que j'ai quand même grandi d'un pas. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un bout de terrain. Pourtant, avant, je ne peux pas avoir. Et ça fait environ 7 ans que je suis dans l'agriculture. Je suis tellement fier de ce que j'ai fait. Et j'ai tellement réussi. Et comme vous voyez, les fruits qui sont en train de venir, ce sont mes œuvres. La substitution, suivant les saisons et à la demande du marché local, est la nouvelle méthode culturelle de Lucas et ça marche. Nous sommes au moment de récolte d'aubergines. Alors, l'aubergine, c'est une très bonne plante parce que sur le marché, j'ai regardé, il n'y en avait pas, mais la demande était vraiment forte parce que beaucoup de personnes ont des maladies métaboliques. La carence de fruits, d'aubergines sur le marché nous faisait beaucoup de problèmes. Des pastèques de variété Kaolack et Colos hybrides, des aubergines qui il y a quelques années ne venaient que des maraîchers du nord, de l'ouest ou encore du littoral, désormais possibles à Ebolova et en quantité. Dans le maraîchage, il n'y a véritablement pas de région réservée au Cameroun. La preuve, cette belle aubergine cultivée près d'Ebolova. Succulente en plus. Merci Ambroise Foguet pour ce magnifique reportage. La peau de bœuf a réussi à s'imposer dans la gastronomie camerounaise malgré les critiques faites sur les conditions hygiéniques de conservation et de commercialisation. À Berthois, elle se vend comme des petits pains à cause de son prix accessible à toutes les bourses. Notre correspondant a fait une incursion à l'abattoir municipal de la ville et nous livre ce reportage. La peau de bœuf, de plus en plus sollicitée par les consommateurs dans la ville de Berthois, région de l'Est. Karine Niambom est ménagère. Elle n'a Dieu que pour cette peau de bœuf. La peau là, c'est pour préparer le héros. Quand tu achètes comme ça, tu pars avec ça, tu finis de détacher, tu trempes dans l'eau.
Le temps que ça tendu dans l'eau froide et après tu nettoies, tu finis de découper. Quand tu finis de découper, tu laves encore et tu places ta peau au feu. Et tu fais bouillir et elle devient tendre et tu peux y préparer ton héros avec ça. C'est au quartier Aoussa, dans un environnement insalubre, aux conditions d'hygiène approximatives, que se ravitaillent la plupart des familles. L'abattoir municipal se trouve ici. Isidore Kamdoum, spécialiste en nettoyage de peau de bœuf, nous conduit dans son univers. Pour obtenir la peau de bœuf, il faudra d'abord les acheter à l'abattoir. Nous passons à la transformation, comme vous constatez. Oui. Il faut les brûler. Et dès qu'on finit de les brûler, passer à la transformation et puis passer à la vente. Pour l'accompagner dans cette tâche quotidienne, Isidore a recruté 2 enfants de la rue. L'outil de travail est archaïque. Ce vieux bout de jean sert de gant de refroidissement. Ses pointes rouillées sont utilisées comme attache pour sceller la peau après nettoyage. Malgré les conditions de travail difficiles, ces jeunes résistent. Il y a le feu qui chauffe là et en plus le soleil. Des fois, là, on travaille même dans la pluie. Ça là, c'est contre le feu. Il y a des moments que tu rates d'arrêter le feu te brûle en main. Et la cendre aussi qui s'élève là, ça brûle aussi le corps. Vous voyez même la qualité du four, elle est vraiment archaïque. Si on avait des possibilités d'avoir un four un peu plus moderne que ceci, qui pourra franchement nous faciliter notre travail. Sur le terrain, les bœufs venus du Grand Nord de la République centrafricaine inondent les marchés à la satisfaction des amoureux de la viande rouge. Désormais un marché pour les habitants du quartier Tibda et du village Apou dans la Sanaga maritime. L'ouvrage qui vient d'être inauguré répond à un besoin exprimé depuis de longues années par ces populations qui vivent essentiellement des activités agricoles. Les détails, les précisions de Christian Bock. Ouf de soulagement exprimé ici par les populations du quartier Tibda et du village Apou dans l'arrondissement de Déa 1er, département de la Sanaga maritime. Elles ont désormais leur marché. Tibra, c'est un quartier agricole. Les familles ne vivent que de l'agriculture, donc notre marché sera bien fourni. Fini donc les tracasseries, en particulier chez les Bayam Salam, qui pour certaines parcourent de longues distances pour venir couler leurs marchandises dans les villes, à même le sol. Des vivres consommables exposés à tous les dangers. On se débrouille comme ça, comme vous le voyez. Nous avons des enfants, des familles à nourrir. Donc vraiment, c'est de la peine. Nous n'avons pas le choix parce que malgré que nous pouvons laver ce que nous payons comme produit, mais ce n'est pas suffisant. Il peut avoir encore des effets. Et Déa n'ayant pas les taxis, Tibra est très loin de la ville de Déa. Et nous quittons ici 300 francs, aller-retour, 600 francs pour aller acheter un petit maquereau au marché de port. Ces 2 marchés, construits par la commune d'arrondissement de Déa 1er, ont la capacité de 32 comptoirs chacun. Un financement du budget d'investissement public 2018 à hauteur de 40 millions de francs CFA. Nous prenons toujours acte des préoccupations des populations. Les populations de Tibra ou Somba nous ont demandé le marché depuis, tout comme les populations de Fermé Suisse. Nous sommes donc venus leur donner ce qu'elles ont demandé. En plus, ces comptoirs sont gratuitement mis à la disposition des marchands. Il suffira ici d'adresser une demande à l'exécutif communal. Autre fait d'actualité économique, le taux de réalisation du budget d'investissement public de la commune de Bankim est connu. Il s'élève à près de 37%, des chiffres publiés lors des travaux du second comité départemental. Les précisions d'Alex Lembe et Njoya Nourdine. 36,85%, c'est le taux de l'exécution psychofinancière de l'investissement public dans l'arrondissement de Bankim pour le compte de l'exercice 2019. À l'issue des travaux de ce deuxième comité départemental de suivi préparatif, l'on a remarqué que plusieurs projets n'ont pas été achevés et même effectués pour cause. On ne peut jamais vivre sans les difficultés. Déjà, il y a les prestataires qui se plaignent parce que beaucoup de leurs factures ne sont pas payées. Les marchés, pour la plupart, sont passés. Il y a des prestataires qui ont des difficultés de route pour aller au lieu de réalisation de leurs projets parce que nous avons le fameux dossier de route.
qui ne viennent toujours pas. Le fait que le contrôleur départemental des finances soit aujourd'hui le seul compétent pour viser tous ces marchés BIP pose un problème du point de vue de l'éloignement de la commune par rapport, n'est-ce pas, au chef du département. Parce que par le passé, c'est le receveur municipal du poste qui faisait office, n'est-ce pas, de contrôleur financier. Et du coup, tout était suivi sur place. Ici, les autorités administratives et municipales ont appelé la structure de l'investissement public à respecter les obligations des populations à la base. Les communes du Cameroun attendaient la création de leur commission interne. Ça a été fait, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ce retard a été rattrapé puisque la commune de Bankim a déjà lancé tous ces projets. Tous ces projets ont été attribués. Une descente sur le terrain a été immédiatement programmée par le dit comité de suivi afin de toucher du doigt les réalités, question de faire avancer les dits travaux. En politique, on annonçait tout à l'heure la fin de la session parlementaire de juin. Elle s'est achevée à l'Assemblée nationale par une plénière qui fait le point des activités. 4 séances des questions orales aux membres du gouvernement et l'adoption d'un test sur les droits de l'homme font partie du bilan de cette rencontre. Allons tout de suite retrouver Ghislain Pierre et Sono pour en savoir plus. Des sessions donc sous fond d'émotion, une émotion qui s'est partagée hier avec ce premier débat. Oui, il y a eu un premier débat concernant justement la politique budgétaire, ce qu'il est convenu d'appeler techniquement l'orientation budgétaire pour l'exercice 2020. Eh bien, c'était également un moment on ne peut plus important. Et comment ne pas mentionner également ce texte qui visait à réformer la Commission nationale des droits de l'homme. C'est donc l'un des textes avec lesquels il faut compter en termes de bilan de cette session parlementaire. Et puis, il faut le dire, très souvent, on a décrié l'absence, l'absentéisme des députés, les élus de la nation. Eh bien, on a eu l'impression qu'il y avait très peu d'absentéisme puisque les députés qui donnaient mandat à leurs collègues étaient quelque peu nombreux cette fois-ci. Et puis, que dire de la presse? Elle était là tout le temps, partout avec les députés, question de relayer et donc de vivre les grands moments de cette session parlementaire avec la communauté nationale, mais également internationale. Et le moins que l'on puisse dire en termes de fond et finalement de conclusion, c'est qu'à propos des manifestations des Camerounais de la diaspora, le président de l'Assemblée nationale a été formel. Les députés, ceux de la présente législature, dont on a sait d'ailleurs que le mandat a été prorogé de quelques mois seulement, que donc les députés de cette législature ne sont pas d'avis, encore moins d'appoint. On l'a vu à l'occasion des reportages réalisés pendant cette session parlementaire. La session est donc terminée. On prend rendez-vous pour la session de novembre prochain, celle consacrée aux questions d'examen en termes de projet de loi et donc de la loi des finances pour l'exercice 2020. C'est ainsi que s'achève cette session. C'est à vous, Vanessa. Merci Ghislain Pierre et Sono. Yaoundé abrite également depuis ce matin une réunion d'experts en prélude à la 10e session ordinaire de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Des solutions aux problèmes de gestion rationnelle des écosystèmes sont attendues à l'issue de cette rencontre. Allons retrouver Bran Kamga pour avoir plus de précisions. Bonjour, ils ont 2 jours pour trouver des solutions efficaces pour une gestion rationnelle du bassin du Congo qui est le 2e poumon de la planète Terre. Ils sont partis de 10 pays pour se regrouper donc ici à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Ces experts de la Commission des forêts d'Afrique centrale vont travailler sur divers points développés ici par le ministre camerounais des forêts et de la faune, Jules Dorendongo. Ils vont examiner le projet de budget 2019-2020, ils vont examiner le projet de plan d'action, ils vont examiner aussi les questions qui touchent au fonctionnement et à la conduite des activités de la COMIFAC, notamment la question du règlement des contributions des États. Ils vont également examiner la question en cours de la réforme des institutions. Après, dans les 2 jours d'activité qui ont lieu donc ces 9 et 10 juillet à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, les ministres des pays membres de la COMIFAC vont prendre la relève le 11 juillet prochain. Question donc d'adopter un certain nombre de résolutions pour pouvoir rationaliser la gestion des forêts et des écosystèmes en Afrique centrale. On l'a dit, l'enjeu est capital. Le 2e poumon de l'humanité est sous la menace de l'exploitation illégale, irrationnelle. Il faudrait donc
poser les bases de sa gestion rationnelle pour que l'humanité entière puisse en profiter. Et le Cameroun, qui est l'hôte donc de cette 10e session ordinaire de la Commission des forêts d'Afrique centrale, est également le pays hôte parce qu'il est également celui qui détient le siège de la Comifac. La Comifac qui a donc 20 ans en 2019 et donc les résolutions fortes sont toujours attendues pour que nos écosystèmes et nos forêts soient bien gérés. Depuis l'hôtel Montfébé de Yaoundé, Bran Kamga, Luc Mvondo pour Canal 2 International. Précision. On ouvre à présent notre page consacrée au sport et on commence avec le billard pour dire que le Cameroun reprend enfin avec les compétitions internationales. Les billardistes camerounais sont invités à participer à une compétition qui se tiendra au Maroc dans les prochains jours. Ces athlètes sont très enthousiastes, surtout après avoir observé une longue trêve. C'est ce que nous dit Alex Lambé. Après cette fameuse trêve de plus de 3 ans, le billard camerounais a véritablement repris du service au berceau de nos ancêtres. Cela s'est magnifié en cette saison sportive 2019 avec la reprise du championnat entre Douala et Yaoundé, les play-offs ainsi que la Coupe du Cameroun qui s'est jouée le mois dernier à Yaoundé. Suite à tout cela, le résultat est là. Le Cameroun vient d'être invité à un tournoi international au Maroc où devront participer nos équipes masculines et féminines dans différentes catégories. Le tournoi a besoin d'une équipe de 7 joueurs et 2 encadreurs et en individuel 5 joueurs qui pourront jouer, les seniors, les minimes et les vétérans. Le Cameroun a été choisi parmi les 18 pays qui devront participer. À la question de savoir si après cette longue trêve, les billardistes camerounais seront à la hauteur, réponse. Je peux peur puisque dans le championnat camerounais, nous avons des Libanais et nous avons eu un joueur qui est au ranking mondial, nom d'Abbas, qui était vraiment très meilleur et qui est perdu en demi-finale face au double champion Camerounais. Je crois que le niveau, il a un peu relevé le niveau pour qu'on puisse connaître déjà à qui s'affronter. Reste plus qu'à attendre les résultats ou encore de juger les maçons au pied du mur. Coupe d'Afrique des Nations de volleyball, les Lionnes indomptables championnes d'Afrique montent au filet ce soir au Caire en Égypte. Elles vont affronter le Botswana, un outsider de la poule B qui leur permettra certainement d'exprimer leur leadership dès le début de la compétition. Alex Lembe pour les détails. Les Lions indomptables de volleyball sont en Égypte depuis ce dimanche. C'est à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball qui aura lieu au pays des Pharaons du 9 au 14 juillet courant. Arrivé ce dimanche, le coach Jean-René Akono n'a pas donné de répit à ses pouliches qu'il a immédiatement soumis à une ultime séance d'entraînement ce lundi, juste avant le coup d'envoi qui sera bel et bien donné ce mardi. Bien qu'ayant déjà connaissance de leurs adversaires respectifs, Christelle Nana, la capitaine, rassure. En venant favori, tenant du titre, ça met une pression supplémentaire, mais ce n'est pas pour autant que on ne va pas se battre pour défendre nos critiques et c'est l'objectif. Donc on a travaillé dur pour ça. Maintenant, on a quelques heures, on se concentre et on espère qu'on va encore faire vibrer le peuple camerounais. On est en Égypte, on se dit qu'on est à domicile, ça va se jouer dans la tête et on va tout donner pour défendre ce titre. Au cours de cette compétition, donc, les champions d'Afrique qui sont logés dans la poule B devront monter au filet contre le Kenya, 9 fois champion d'Afrique, le Botswana considéré comme un outsider et l'Algérie comme favori. Le tirage nous permet quand même un petit peu de monter en puissance. De toute façon, on ne commence pas directement demain par jouer le Kenya. On va jouer le Kenya à la dernière journée. Je pense que ça sera un match très déterminant pour la première place. L'Algérie est venue pour participer. L'important pour nous, c'est une honorable participation. Maintenant, le résultat, c'est sur le terrain. Tous les adversaires sont à craindre, tout le monde est venu ici. Je ne pense pas qu'on paye des millions pour venir ici pour faire du tourisme. Donc il faut être très humble et respecter tout le monde. Du côté de la poule A, on retrouve entre autres l'Égypte, 3 fois championne d'Afrique, le Sénégal et le Maroc, qui également sont considérés comme les outsiders de cette compétition. Reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos Lions indomptables de volleyball. S'agissant de la CAN de football, les 8e de finale se sont achevés en Égypte et je vous propose justement d'y aller pour retrouver nos envoyés spéciaux André Mirabeau Marop et Luciano Djakou pour avoir le point.
dans une embarcation de circonstances sur le fleuve mythique du Nil. Nous sommes toujours en Égypte pour cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, les Lions indomptables du Cameroun ont plié bagage, mais la compétition se poursuit. Avec nous, le président branche littoral de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun. Bonjour David Dengue. Bonjour Mirabo Marob, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. On a encore 2 semaines de Total Football, Saga Africa du foot. C'est dire qu'on a encore des surprises à attendre. Bien entendu, quand on est champion d'Afrique, on ne vient pas pour rentrer le premier jour. On a prévu de rentrer après la compétition parce que quand on est champion, on a toujours la malchance d'être parmi les principaux favoris. Donc on espère rentrer le plus tard possible. Donc les Lions, oui, ont plié bagage. Certains sont déjà à Douala, d'autres à Yaoundé, partout en famille. La compétition se poursuit pour les journalistes camerounais. Nous sommes journalistes 5 étoiles. 5 étoiles parce que nous avons gagné 5 Coupes d'Afrique des Nations. Il y en a avec nous qui ont quand même vécu beaucoup d'expériences. Je pense à Maurice Ebanga qui a sa 16e Coupe d'Afrique des Nations. Il a gagné 3 Coupes d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Celle de 2000, de 2002 et bien entendu de 2017. Donc en réalité, quand on vient ici, c'est pour toute la compétition et ce serait dommage, n'est-ce pas, de venir pour rentrer un peu tôt. Plus tôt dans la journée, le président de la Fédération camerounaise de football a fait un point de presse à l'hôtel Marriott, ici juste après cette élimination des Lions indomptables du Cameroun. Le patron du football national revient sur la question des primes qui a secoué la tanière des Lions indomptables du Cameroun avant cette expédition égyptienne et surtout précise les nouvelles règles de jeu. On l'écoute. Il a été dit qu'on n'avait pas payé les primes et toutes les primes ont été payées bien avant le départ en compétition. Il ne s'agit pas donc, comme dans le passé, des primes qui n'ont pas été payées, mais il s'agit de primes qui ont été payées, mais pour lesquelles les intéressés n'avaient pas accepté le montant qui avait été arrêté. Donc c'était une revendication qui est arrivée malheureusement un peu tard, mais sinon les primes ont été payées. Dorénavant, et ce sont les U17 qui vont être les premiers à expérimenter ça en octobre, chaque joueur qui rentre en équipe nationale, quelles que soient les catégories, aura à signer une charte d'adhésion dans laquelle il y aura un règlement intérieur, les obligations des joueurs, les obligations des encadreurs et puis les sanctions. Et évidemment, une grille de primes qui sera arrêtée d'un commun accord définitivement pour qu'on n'ait plus à revivre ce genre d'aventure. Yves Tchamadeu, ce lundi, c'est la fin des 8e de finale de cette compétition, mais déjà, on a une autre lot de surprises. Oui, surtout avec, en plus du Maroc, le Cameroun, l'Égypte, pays hôtes. On a eu la surprise avec l'élimination de la RDC devant une équipe de Madagascar qui depuis le match de poule, a démontré beaucoup de très bonnes choses, ses velléités d'aller très loin dans cette compétition, son envie de mesurer, de vaincre les grands. Donc je pense que c'est ça, la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte, c'est cette particularité. Ce soir, je pense qu'il y a 2 équipes ouest-africaines qui s'opposeront, à savoir le Mali face à la Côte d'Ivoire, un très bon duel, et à mon sens 2 équipes joueuses. Maintenant, après, on n'arrive même plus à avoir des favoris qui s'assument pendant les rencontres. On n'arrive plus à avoir des pronostics avérés à l'issue des matchs parce que cette Coupe d'Afrique nous réserve des surprises. On attend voir ce soir si on ne sera pas exclu d'une éventuelle surprise encore. Sur le fleuve du Nil, comme d'habitude, l'équipe de Canal 2 International en Égypte, André Mirabo-Mob, Yves Tchamadeu et Luciano Diaco. On vous laisse avec cette ambiance des Lions indomptables de la presse ici en Égypte. Et c'est avec ces images de l'Égypte que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin d'après-midi à tous.